18h04. On va partager l'écran. Pof. Partager l'audio, ce qui me permettra. J'ai mis aucun cours de philo en ligne encore de cette année, mais il y a tous ceux de l'année dernière. Toc. Qui font leur petit bonhomme de chemin. Aujourd'hui, où c'est 19 en direct, nous allons parler de nature et de culture. Et nous allons parler de deux immenses philosophes. Bruno Latour, qui est un des... Alors, philosophe, c'est la distinction, ils sont ethnographes, ethnologues, philosophes. Euh, est un des penseurs français les plus traduits dans le monde. Et on va voir ce qu'il raconte. Et nous allons parler d'un ami concurrent du même qui s'appelle Philippe Descola, qui écrit, et c'est ça qui m'a servi de repère, par-delà nature et culture, un petit clin d'œil à Nietzsche en disant qu'il faut dépasser l'opposition parce que c'est ça l'enjeu, on va les écouter parler. Il a écrit Les idées de l'anthropologie, Les lances du crépuscule à la suite d'un travail sur le terrain avec des Indiens Jivaros, puisqu'il a été sur le terrain. Il a écrit ce livre en 2005, traduit en 10 langues, et le voilà tout jeune. Et le résumé de tout ce que je vous raconte là est facile. On va regarder de près la façon dont il dépasse cette idée de nature et de culture. Et c'est de ce point de vue-là le résumé du jour, c'est-à-dire on ne va pas se mettre trop de la pression, on va déjà essayer de comprendre d'où vient cette distinction nature et culture et comment elle peut disparaître ou être dépassée. Et la solution, c'est pour ça que l'écran le montre, nous n'avons jamais été modernes, et c'est d'anthropologie symétrique. Bruno Latour s'est amusé à faire de l'anthropologie. On va dans des pays lointains, on analyse comment ils se comportent, quelles sont les valeurs, comment les échanges se font. Et puis lui, il l'a fait sur des Américains en Californie dans les années 70 en disant, tiens, et si on regardait comment les gens, comment les modernes font, et on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose à en tirer et que cette distinction nature-culture venait de la modernité notamment. Voilà le programme. Plus de nature-culture. Alors, on va faire une petite révision de bac, c'est juste avant, hein. Bac, l'épreuve. Le mot culture, j'ai pris des trucs sur des sites d'étudiants, hein. Vous avez peut-être des souvenirs d'opposition nature-culture. Culture, c'est colérer, c'est-à-dire à mettre en valeur. On peut mettre en valeur un jardin, mais aussi l'esprit. Voilà. Et, depuis Platon et Prométhée, vous vous rappelez peut-être de ça, mais c'est un petit tableau de Gustave Moreau. Euh, les hommes, ils n'ont pas d'attributs possibles, ils n'ont pas de plumes, pas de poils, il n'y en a plus, donc on leur donne le feu, le savoir, et puis c'est à la fois ce qui va les distinguer des animaux, donc différence nature-culture va se faire très tôt. Parce qu'en fait, la différence, elle sert à savoir qui on est. C'est très difficile de dire qui on est. Donc, voir quelqu'un d'autre qui n'est pas nous est une bonne façon de comprendre qui on est. Mais cette distinction par deux, nature d'un côté, culture de l'autre, elle va poser des problèmes. C'est-à-dire que petit à petit, on va se rendre compte qu'il y a des cultures. Euh, Platon et le mythe de Prométhée, l'homme est un être de culture. Prométhée n'est moins bien pourvu que les autres animaux. Et donc, il dérobe aux dieux le feu et la politique. Et c'est ce qui va leur permettre de survivre, bien qu'ils soient un tout petit peu faiblards. Et cette distinction-là, elle va plus tenir. C'est là-dessus qu'on va regarder. Aristote, il a déjà une définition de la nature qui n'est pas tout à fait la même. C'est quelque chose qui serait à l'origine de son propre mouvement, c'est-à-dire quelque chose qui s'auto-alimente. Voilà, contrairement à l'horloge qu'on doit remonter, la plante semble pousser toute seule, donc elle a son mouvement en elle-même. Et déjà, concevoir la nature comme un mouvement, c'est déjà une grande distinction. Et de ce point de vue-là, la nature s'oppose à la technique ou à la culture qui serait produite des humains. Il y a une distinction qui se fait en Occident avec la culture qui serait le domaine des hommes, le langage, les techniques, les sciences, les objets fabriqués et la politique, on va dire. C'est pour ça que le feu et la politique est un bon résumé. Et de l'autre côté, le reste qui serait appelé nature, dans lequel il y aura un grand sac. Si je refais un gros résumé, puisqu'on est au début, les anthropologues qu'on va voir, Latour et Descolade, essayent de montrer en quoi le non-humain n'est pas opposé à l'humain.
Et il y a des sociétés qui sont évidemment pas à mettre à l'écart, qui donnent de l'esprit aux choses, donnent de l'esprit aux animaux, donnent de l'esprit aux cailloux, donnent de l'esprit aux ancêtres, donnent de l'esprit aux lieux, et donc qui ne font pas de distinction d'un côté et de l'autre. Voilà, si on veut définir la nature, donc pour les Grecs, on était chez Aristote, moins 300, source de son propre mouvement. La philosophie chrétienne va pas tout à fait penser la même chose, c'est pour ça que je vais vite. La nature étant créée par Dieu, elle n'a pas d'autonomie. Dieu doit être toujours un peu derrière, comme une mécanique qu'elle doit alimenter. Et jusqu'à Descartes, qui est le point un peu de différence important, voilà, nous devenons maîtres et possesseurs de la nature, ce qui est quand même tout à fait autre chose. Le bon côté de cette conception-là au XVIIe siècle, c'est qu'on va développer des sciences naturelles, des sciences d'expérimentation. Le mauvais côté, c'est maître et possesseur de la nature. Les animaux sont nos esclaves, sont nos objets, et la nature aussi. Voilà, chez Descartes, la nature n'a pas été créée une fois pour toutes. Dieu est obligé à chaque instant d'y réintroduire du mouvement, et ça va permettre de mécaniser la nature, et donc de créer une science qui soit dédiée à ça. C'est parce qu'on oppose l'un à l'autre qu'on va pouvoir l'étudier et se projeter dessus. Évidemment, c'est parce que des objets sont inférieurs, enfin des animaux sont inférieurs, que ce n'est pas grave de les couper en morceaux pour tester des choses sur eux. S'ils sont d'autres moi-même ou des frères, même des souris, c'est quand même pas la même conséquence. Et ce n'est pas de la provocation, parce que ça va venir avec l'époque moderne. Si on considère que certains peuples sont inférieurs, c'est beaucoup plus facile de penser qu'on va les éduquer et qu'on va leur piquer des trucs, puisqu'ils sont différents. Voilà, la distinction culturelle et intellectuelle va avoir un impact énorme. La conséquence de la pensée de Descartes, c'est des petits diaporamas qui me permettent de faire des choses simples. La nature est désacralisée, elle n'a pas du tout de sens religieux, elle n'a pas d'impact, elle est un objet à étudier. L'homme est donc maître et possesseur de la nature, elle est à lui, et la nature est au service de l'homme. Les animaux domestiques, on voit très bien ce que ça donne, mais le rapport, on pourrait dire presque chimique à la nature, la nature va nous fournir des éléments pour faire des médicaments, pour le dire de cette façon-là. Et puis, le dernier qui parle de nature de façon très importante, c'est Rousseau, qui pense qu'il y a un état de nature qui serait quelque chose d'avant la société, d'avant le langage, d'avant le mal. Voilà, notre vraie nature, dit Rousseau en 1755 dans la préface au discours sur le fondement de l'inégalité parmi les hommes. Pourquoi, c'est quand même un beau sujet, hein. Pourquoi les hommes sont inégaux, d'où ça sort et quelle est l'origine? Eh bien, Rousseau dit que les êtres humains sont comme une statue qui serait déformée par la mer, le temps, les orages, recouverte de concrétions devenues méconnaissables, et il y aurait un état hypothétique parce que vraisemblablement l'état de nature n'existe plus, il n'a peut-être jamais existé, mais il nous sert de repoussoir pour penser en fait. L'état politique dans lequel on se retrouve, dans lequel tout le monde cohabite, il vient de cette différence avec un état de nature. Alors, les conséquences vont être très importantes. Ce n'est pas un petit temps ce qu'on vient de décrire. On est en moins 300 jusqu'à plus 2000. C'est que la nature va être un objet, la nature va être un sujet d'étude et d'exploitation. La nature désigne ce qui est donné à la naissance, tandis que la culture désigne ce qu'on acquiert tout au long de son éducation. Et il y a chez Rousseau quelque chose qu'il appliquera très mal dans sa vie personnelle, mais l'idée qu'on peut être perfectible et donc qu'il va y avoir éducation. Et c'est ce qui fait qu'il y a des profs, pour faire court. On avait déjà éducation, mais si d'avance, de nature, on sait que tu es idiot ou de nature, on sait que tu es un criminel, ce n'est pas la peine de t'éduquer. Et donc, c'est Foucault qui en parlera, la place de l'école, tout comme la place de la prison, on va dire, vient de cette différence de la conception de l'homme au XVIIIe. Mais elle se base encore sur cette distinction. Alors, j'ai trouvé, on est en 1899, c'est dans la fac de médecine qu'il y a cette belle sculpture de Barrias. C'est l'occasion toujours de mettre des femmes à poil, puisque c'est la nature se dévoilant à la science. On aurait très bien pu mettre un yaourt ou je sais pas, un truc tout à fait neutre, mais c'est l'occasion pour les artistes d'avoir des modèles et de les montrer. Et c'est le rapport des deux qui m'intéresse, qui va bien avec le positivisme de ces années-là, parce qu'il y a une philosophie des sciences qui s'est beaucoup développée. C'est que
la nature se dévoile à la science. C'est-à-dire, c'est la science qui est la maîtresse, qui est le maître du jeu, et c'est elle qui va diriger la nature, qui va dire ce qu'on peut en faire de bien. Et cette conception, elle est très profondément en nous encore aujourd'hui. Ça, c'était pour l'introduction. Et il y a un dernier petit point qui est important avec l'époque moderne, puisque ça va avec le livre Nous n'avons jamais été modernes. Pour faire très vite, alors je vais être un peu grossier, mais l'époque du 19e, du 18e et du 19e siècle, c'est l'idée du progrès et donc l'idée de contrôler la nature pour avoir des ressources, pour pouvoir développer énormément, ce qui est une époque très fructueuse en art, en sciences, mais qui va avec, vous voyez la citation de Marx, là où commence l'humanité, la nature s'arrête, l'homme a cultivé et humanisé la nature. C'est-à-dire, ce sont des ressources directement. Et pour faire court un peu à contre-courant de la logique historique, l'exploitation des ressources dans les pays colonisés, mais aussi de la planète, qui fait que les deux auteurs qu'on va voir, Latour et Descola, sont sensibles à ces sujets écologiques, eh ben, elle va avec cette exploitation et ce progrès. C'est-à-dire, c'est parce qu'on a beaucoup de ressources de matières premières, ne serait-ce que l'eau aujourd'hui, qui fait qu'il y aura un énorme progrès humain, scientifique, culturel au XIXe siècle, mais aux dépens d'une exploitation de la nature. Donc il a fallu faire de la nature un objet pour qu'on puisse piquer dedans tout le temps. Et c'est de ça dont on sort, puisqu'on se rend compte que si l'ensemble est un tout, on peut facilement ne plus être dans un rapport d'exploitation. Voilà, il ajoute, j'ai pas résisté, voilà ce que Hegel dit, et quand je regarde le paysage par la fenêtre, je vois pas la nature, je vois quelque chose qui a été fabriqué complètement, et Hegel, qui a le sens de la formule, c'est pas le plus facile à décrypter, mais il appelle ça l'esprit objectif, c'est-à-dire, je le dis à ma façon, parce que c'était assez rigolo, le paysage dehors, c'est des morceaux d'humain, en fait, c'est de l'humain dans la verdure. C'est-à-dire que tout est fabriqué, et donc pour Hegel, il y a de la raison ou de l'esprit dedans. Ce n'est pas de la nature indemne. Comme le dit le commentaire, un champ, ça ne pousse pas tout seul. Ce qui fait qu'on va passer avec Lévi-Strauss, qui est ici, de la culture à des cultures. Les sociétés dites primitives seraient moins civilisées, moins cultivées que la société industrielle la plus performante. Voilà, il va y avoir une distinction entre des cultures primaires, primitives, et puis petit à petit, le fait que nous, on est mieux fait. Et voilà d'où vient le titre de Nous n'avons jamais été modernes de Bruno Latour. J'ai pris beaucoup de vidéos, c'est pour ça que je vais arrêter de causer. Et je vais voir si le premier extrait de Bruno Latour n'est pas un peu long. On va l'interrompre à un moment donné, puisqu'il raconte comment sa carrière a débuté en Côte d'Ivoire. Jeune marié et jeune agrégé. Et là, j'ai eu un choc de ma vie parce que j'ai découvert, d'une part, l'étendue de la colonisation qui m'était quand même pas apparue avant, puisque c'était un choc, le moment très important de recolonisation finalement de la Côte d'Ivoire. Mais j'ai aussi découvert l'anthropologie. Donc j'étais à l'Orstom et sciences sociales dans un assez bon moment de l'Orstom de l'époque. On est au début des années 70 ? On est en 73. 73-75. Et donc, là, c'était tout à fait passionnant parce qu'il y avait à Sciences sociales Orstom à Abidjan tout un groupe de gens. Il y avait Auger, il y avait Marc Auger, il y avait tout un tas de géographes. Et là, j'ai fait ma première enquête d'ethnographie sur la question de la colonisation, finalement. J'en discutais l'autre jour avec Chakrabarty, parce qu'il s'étonnait que je ne sois pas plus enthousiasmé par la pensée postcoloniale. Je lui dis, mais la pensée postcoloniale, moi j'ai commencé avec ça. J'ai commencé avant la pensée postcoloniale, pré-postcoloniale, avec la question de la domination écrasante des Blancs sur la question des entreprises, c'était sur l'anthropologie, l'ethnographie des entreprises franco-ivoiriennes. Mais vous êtes allé en Côte d'Ivoire pour enseigner la philosophie ? Oui, non, j'enseignais, j'étais prof de philo au lycée technique d'Abidjan, mais j'ai aussi, au bout d'une heure, je me suis dit, si je reste là, je suis mort intellectuellement, je le faisais, mais je me suis devenu un enquêteur bénévole, je crois bien, à l'Orstom. Et c'était quoi, à l'époque, la vision que vous aviez de l'anthropologie ou plus largement des sciences sociales ?
Ça, je peux vous dire qu'un agrégé des années en 73 n'avait des sciences sociales. Pourtant, j'ai été premier à l'agrég, donc j'étais relativement bon, mais je n'avais aucune cours de sciences sociales. Rien. Nada. Il a une formation de philosophie pure, hein, c'est-à-dire il va employer 2 fois le mot exégète, c'est-à-dire son travail, c'est de lire des textes et de les décrypter. Donc il dit, j'habite dans un monde où Aristote et Nietzsche sont de la même période et tout le savoir est technique. Donc il n'a pas mis les pieds forcément ailleurs, il vient de Beaune. Il dit d'ailleurs dans l'interview, il faut l'écouter, qu'il goûte son premier vin de Bordeaux à 30 ans chez Michel Serres, parce que le vin, c'est du Bourgogne, point à la ligne. Et il dit ensuite qu'en philosophie pure, il n'y a pas du tout de sociologie, il n'y a pas du tout de terrain, il n'y a pas du tout d'idée de sortir. Et c'est le fait qu'ils viennent de ces 2 univers-là qui fait que la relecture de texte auquel il est habitué, il va l'appliquer à la Côte d'Ivoire où il se trouve, puisqu'on est en pleine transformation. C'est la question de l'ivoirité, c'est comment la Côte d'Ivoire va reprendre de la distance avec la colonisation française pour former des cadres, en fait. Et donc j'ai été ébloui, parce que c'est là où j'ai fait le lien entre l'exégèse, qui était l'attention très particulière au texte et à ses transformations, et le terrain. Et là, je suis rentré absolument dans le même... pour moi, c'était aligné exactement la même chose, et le même travail. Je n'ai fait aucune différence entre passer 2 ans sur un texte d'Aristote ou passer 2 ans sur la question d'ivoirisation des cadres à Abidjan. J'ai saisi la méthode ethnographique comme une méthode exégétique. Et ça m'a beaucoup servi parce que, du coup, j'ai été tout de suite bon à ce travail d'ethnographie. Mais par curiosité intellectuelle, vous n'aviez jamais ouvert un livre de Lévi-Strauss? Jamais. Mais je me rappelle très bien qu'on nous mettait en garde contre tous ces gens qui faisaient des... Ils avaient un défaut, tous ces gens, c'est qu'ils avaient des notes en bas de page. Et des notes en bas de page, cette formation de la philosophie à l'époque, c'était très bizarre ce qu'on apprenait pour passer l'agrég. J'ai un bon souvenir d'ailleurs de l'agrég. C'était passionnant, j'étais très passionné. L'exercice vous apparaissait pas comme scolaire? Non, pas du tout. J'ai trouvé. Enfin, il était totalement artificiel, mais j'ai aimé cet artifice. Je suis un brillant. C'était un jeu, quoi. Un brillant écrivain de dissertation de philo en 3 parties, 3 sous-parties avec 3 paragraphes, etc. J'enseigne toujours à des jeunes qui ont quelques problèmes avec le professeur de philo. Je sais faire. Moi aussi, c'est 3 parties, 3 sous-parties. Et circuler, ça marche toujours aussi bien. C'est Hegel qui nous a appris. Il est en train de dire que justement ce jeu social l'a intéressé au plus haut point et que justement le rapport de l'un à l'autre lui permettait d'enquêter sur le terrain. Ce qui est intéressant à résumer, parce que l'interview est très longue, c'est l'enjeu du jour. On peut dire qu'on s'est assez bien pris. On avait préparé vraiment, Michel et moi, et c'est vraiment un travail collectif, lui plutôt du côté des techniques et moi plutôt du côté des sciences. Qu'est-ce que la sociologie doit faire pour absorber les non-humains, disons? Voilà, le programme, c'est ça. Comment les non-humains, et quand on dit non-humains, on ne met pas animaux, hein, c'est vraiment le rapport qu'on a aux autres qui va être changé. C'est pour ça que ce que je raconte aujourd'hui a l'air petit. C'est-à-dire, c'est petit, mais c'est un tel changement de logique que c'est plus prudent d'y aller doucement. Bruno Latour a écrit en 2017 Où atterrir, puisque nous n'avons jamais été modernes. Et l'extrait que j'ai coupé, c'est l'essai d'anthropologie symétrique. Il arrive donc en Côte d'Ivoire et il décide, puisque Edgar Morin à l'époque dit que la modernité et l'avancée intellectuelle, c'est en Californie, il décide de partir en Californie et d'appliquer les méthodes d'anthropologie aux Californiens. C'est-à-dire de retourner, c'est pour ça que c'est symétrique, de retourner le type d'étude sur les objets qui ne l'étaient pas habituellement. Et il fera une carrière aux États-Unis importante où il va croiser beaucoup de gens qui sont en train de transformer l'anthropologie. Alors, il a aussi comment s'orienter en politique, et puis une des séries de conférences qu'il a fait vraiment beaucoup connaître en 2015, parce que au moment de ce petit confinement, je ne sais pas si on peut appeler de petit, face à Gaïa, c'est-à-dire le terme de Gaïa est une façon de qualifier non pas le globe terrestre, en un sens la croûte terrestre qui n'est pas la Terre en entier. C'est pour ça que le terme non-humain va permettre de désigner le rapport qu'on aurait
Alors, c'est pas un rapport, si vous voyez le résumé, en fait, il n'y a pas nous et la nature, il y a tout le monde ensemble, et donc, je l'ai beaucoup dit parce que c'est une des choses qui m'intéresse le plus, il y a toujours interaction. Et penser l'interaction, c'est très compliqué parce qu'il n'y a jamais une idée, et puis tu retiens, tu as compris, tu appliques. Tu es tout le temps en train de... Tu es en conduite de projet, c'est-à-dire, il faut tout le temps mettre les compteurs à zéro, dire qu'est-ce qui se passe, j'en suis où, il se passe quoi. Alors, voici interviewé sur Inter. Ça, c'est absolument passionnant aussi, puisque justement, là où je veux en venir, c'est qu'il y a un impact politique dans cette transformation. Vous deviez le décrire, vous, ce mot, ce monde dans lequel on va probablement atterrir. Ben, il a un certain nombre de ses caractéristiques, c'est qu'il est terrestre, il correspond à la Terre, et la Terre, c'est pas le globe. C'est pas du tout pareil. Il est fini, il est peu connu. Moi, je travaille beaucoup avec les scientifiques qui travaillent sur la surface de la Terre, justement, sur la mince surface. Pourquoi peu connu? Ce qu'ils appellent les zones critiques, parce qu'on s'aperçoit qu'on manque de connaissances sur un bout de sol. C'est d'une hétérogénéité, d'une complexité extraordinaire. Il faut mobiliser une masse extraordinaire de sciences, ce qui se fait en ce moment, pour arriver à comprendre comment ça fonctionne. On sait finalement assez peu de choses du le système Terre lui-même, la façon dont il réagit. C'est pas le globe. Le globe, on a l'impression de le savoir. Si vous regardez un globe avec ses longitudes et ses latitudes, ou la Terre vue du ciel. Mais c'est la géologie qui remplace la politique dans votre discours. Il y a une géopolitique, oui, Deleuze l'avait dit fort bien. Il y a une géologie de la morale, ils avaient dit Deleuze et Guattari, et c'est de plus en plus juste. Bah, de toute façon, à l'époque de l'Anthropocène, on peut pas faire beaucoup de différence entre les questions géologiques, les questions historiques et les questions d'inégalité. Elles sont liées. Il y a quelque chose. Voilà, alors là, il dit deux choses très importantes. À la fois que la croûte terrestre, c'est-à-dire la terre dans laquelle tu plantes des choux, c'est un objet d'étude chimique, biologique, géologique, qui fait que si tout le monde se met autour de la table, on est face à un objet complexe. Et que pour en rendre compte, les théories uniques dans un seul domaine, elles sont très compliquées. Enfin, elles sont impossibles. Et donc, ça oblige à ce que cette interaction soit pensée en continu. C'est pour ça, l'intervieweur le fait réagir en disant, vous parlez de géopolitique, c'est-à-dire de géologie comme base du rapport social. Et il y a un lien exactement, voilà, comment faire entrer les sciences en démocratie. C'est-à-dire, et il se réfère, troisième mot important, on l'entendra dans la bouche de Descola, à Deleuze aussi, c'est-à-dire que les choses peuvent être pensées que par interaction et les sciences ont un impact politique. Et la politique nous aide à concevoir les sciences. Et c'est là où, petit à petit, on est en train de dire, voilà, on est parti de la fin. Il n'y a pas d'opposition nature-culture, mais qu'est-ce que ça va transformer dans notre histoire, dans la relecture de notre histoire, puisque notre progrès s'est basé sur cette différence, et dans cet impact politique que ça va avoir sur l'engagement. Si, avec transition, puisqu'en fait, c'est assez rigolo, ils sont tous les deux sur le même sujet, Descola et Latour, et j'ai trouvé une très chouette vidéo où ils sont invités tous les deux au même colloque et où on leur a demandé l'exercice de parler de l'un et de l'autre. Mais déjà, Descola, sur la différence nature-culture, ça m'intéresse de revenir dessus. C'est ce que les gens de ma génération, et moi en particulier, a voulu faire a été de modifier la focale sur l'homme, précisément, avec un H majuscule, et de s'intéresser à la façon dont les humains se définissaient par des formes de relations qu'ils entretenaient avec des non-humains. Et cela suppose bien sûr qu'il n'y a pas une humanité générale, mais de très nombreuses manifestations de manières d'être humain qui doivent être examinées comme autant de variations peut-être d'un ensemble qu'on peut appeler l'humanité si on veut. Et donc Déjà, c'est important. Si on fait court à nouveau, il n'y a pas d'universalité. On a tous grandi avec ça. Il y aura une sorte d'humain universel, il y aura une sorte de langage universel. Ce qui s'écroule avec ces analyses-là, c'est ça. Il n'y a pas un discours général. Et le progrès et le relais par l'Occident de ce progrès vient de ça. C'est-à-dire qu'il y a une bonne parole et un progrès social, intellectuel, culturel qui serait apporté et qui vaudrait pour tout le monde. Alors, la question, si on va vite aussi, parce que je préfère rester sur des choses simples, c'est est-ce que ça va être du relativisme? C'est-à-dire, est-ce que c'est chacun son truc?
La démarche dans un cas pareil, elle n'est pas de poser l'homme comme une sorte d'objet d'étude initiale, mais d'aboutir par l'étude de ces variations à comprendre ce que c'est que l'homme comme un système de transformation dont seul, au fond, la philosophie, je dirais les Européens, au départ en tout cas, ont posé l'existence comme une totalité. Il va définir, je vais essayer de m'en faire le relais, 4 rapports au monde différents, dans tout le globe, on va dire. La nôtre occidentale serait naturaliste, et c'est elle qui pose l'homme comme quelque chose qui est à l'écart de tout. Puisque, par exemple, il y en a une qui s'appelle le totémisme, on va avoir des rapports avec des animaux ou avec des ancêtres, avec des lieux qui sont tout à fait différents. Et cette idée-là appartient à une des 4 définitions, et elle permet de comprendre que la différence nature-culture, elle se fait dans une zone géographique historique donnée. Notamment parce que c'est la surprise du jour, cette conception occidentale n'a pas toujours été comme ça au Moyen-Âge ou avant la Renaissance. On est plutôt sur un système qu'on va appeler analogique, c'est un des 4 encore. Mais cette idée d'une totalité qui permettrait de tout penser, ce n'est pas le cas. Et c'est Latour qui a commencé à prononcer le nom, qui n'est pas commode à définir aussi, d'anthropocène, qui serait une façon de comprendre tout ça comme un jeu d'interaction continue. Ça n'existe pas, ça n'existe nulle part. Pas plus que la nature n'existe en dehors de l'Europe comme un concept, l'humanité n'existe ailleurs. Et c'est justement l'une des choses que l'anthropologie peut contribuer par son apport à moduler en quelque sorte la philosophie et, j'allais dire, la tranquille arrogance de la philosophie à penser que les concepts, les problématiques qu'elle déploie ont un effet d'universalité. Très bien. Alors on va... Ouais, c'est assez simple à définir. Par contre, ça va nous emmener dans des conséquences redoutables. C'est-à-dire que tout va être conçu dans des rapports. L'Anthropocène, qui est le sujet, appartient à tout le monde, appartient à la planète en quelque sorte. D'autre part, beaucoup de Français travaillent sur ces sujets en sciences du climat, et que les anthropologues, pour une fois, si je peux me mettre dans la catégorie des anthropologues d'origine française, jouent un rôle très important à l'étranger sur toutes ces questions de nature et de société. Donc c'est une occasion particulièrement importante de pouvoir explorer comment, par des approches anthropologiques, on peut renouveler un certain nombre de thèmes qui viennent pourtant des géologues, des climatologues, des biologistes, etc. Et de quoi allez-vous parler précisément? Eh bien, je vais répondre à M. Descola et essayer de montrer comment des problèmes que lui soulève du côté de l'anthropologie des peuples, disons, autres, se posent aussi à l'intérieur des sciences. Donc moi je suis philosophe et sociologue des sciences, donc je voudrais montrer qu'il y a beaucoup de sujets qui se prêtent à une anthropologie des sciences, et en particulier la grande dispute climatique. L'idée, disons, traditionnelle ou naïve qu'il y a une objectivité assez facile à atteindre et surtout une unanimité des sciences sur ces questions de vie sur la planète, la réponse est non. On a une diversité qui est aussi grande du côté à l'intérieur des sciences qu'il y a une diversité du côté des cultures qu'étudie Philippe Descola. Donc ce n'est pas l'unité de la nature d'un côté connue par les sciences et la multiplicité des cultures connues par l'anthropologie. C'est la deuxième mauvaise nouvelle, il n'y a pas d'universalisme, mais en plus la réponse n'est pas unique. C'est ce qui fait que dans le petit épilogue, on verra que Bruno Latour, invité après le Covid sur les radios, explique que l'unité politique des écologistes est très complexe puisqu'elle est continuellement questionnée par quel mode de vie on a, quel type de société on veut produire, et que cette dispute qu'on pourrait attribuer au fait que les humains ne peuvent pas s'entendre est plus complexe que ça. C'est que la conception même du monde est une interaction continuelle. Et donc, toute chose va entraîner autre chose. Mais il va décrire, c'était à la fin resté, le fait que justement, le concevoir comme une guerre fait partie du jeu.
même si on préférerait, parce que cet universalisme, on y est habitué, voilà, il y aurait un problème, et les sciences médicales commencent à évoluer doucement. Il y aura un problème égale un médicament. Et vous savez que d'autres conceptions de la médecine font que, en Chine, par exemple, le problème que vous rencontrez n'est pas seulement soigné par un médicament, il va être aussi ausculté pour savoir d'où ça vient et qu'est-ce qu'on peut faire. Qui fait que si vous avez mal au crâne, au lieu de prendre une aspirine et qu'on découvre c'est parce que vous mangez trop de viande, c'est pour faire plaisir à ma femme que je dis ça, évidemment, vous allez petit à petit arrêter de prendre ce médicament puisque vous avez trouvé ce qui cause. Et on peut être que d'accord avec cette idée de penser par le tout. Il y a deux sources de multiplicité, et c'est ces deux sources de multiplicité qu'il faut essayer de composer, et donc ça a évidemment une conséquence importante politiquement sur la composition du monde commun. Voilà, évidemment, s'il y a différence entre les conceptions, il va y avoir différence de réponse. Alors, Philippe Descola, je vais y revenir un peu sur sa carrière, mais c'est rigolo. La nature est une invention de l'Occident, mais la société aussi est une invention de l'Occident. Ailleurs, la manière dont des humains s'assemblent, et s'assemblent avec d'autres êtres qui sont des non-humains, prend une forme tout à fait différente. Et donc la plupart des concepts que nous avons développés sont des concepts eurocentrés, anthropocentrés, et le travail que l'anthropologie doit mener, que les sciences sociales doivent mener, consiste précisément à forger des nouveaux concepts qui échappent à la fois à la juridiction de la nature et à la juridiction de la culture. Et l'idée que je voudrais développer, c'est qu'il va falloir repenser les modes d'interaction de chaque forme culturelle, et c'est pour ça que l'anthropologie joue un rôle central dans cette affaire, avec les conceptions locales de la nature. Et c'est un travail évidemment comparatif d'une très grande ampleur, de reformatage des concepts des sciences sociales pour s'adapter à cette situation dans laquelle on n'a plus une nature universelle et une diversité de cultures, mais un ensemble de formes de coexistence et d'association entre des assemblages d'humains et des assemblages de non-humains. Au moment où vous paniquez, parce que vous dites tout ça est très compréhensible, mais il est quand même en train de nous foutre en l'air toute notre conception du monde qu'on nous a inculquée depuis le début. Il n'y en a que 4. Ça devrait vous aider à tenir. Ce n'est pas forcément plus simple, mais on comprend, j'espère que j'ai voulu rester sur quelque chose de simple. Ça a un impact invraisemblablement important. Ça fait relire autrement l'histoire des idées, ça fait relire autrement l'histoire culturelle en général. Pendant plusieurs années, j'ai partagé la vie d'Amérindiens en Amazonie. J'ai étudié les jardins, j'ai étudié les techniques de chasse, j'ai étudié les classifications des plantes et des animaux, etc. Mais j'ai en fait étudié l'ensemble de la société. Au fil du temps, je me suis aperçu sur le terrain que les rapports que les Achua, puisque c'est leur nom, entretenaient avec les plantes et les animaux n'étaient pas du tout des rapports d'utilisation, utilitaristes, mais étaient au contraire des rapports de personne à personne, puisqu'ils dotaient la plupart des plantes et des animaux de leur environnement d'une intériorité, d'une âme, d'une subjectivité. Ils leur prêtaient toutes sortes de dispositions sociales. Vous comprenez qu'il est parti, moi, dans la deuxième partie de l'explication, et lui, pendant plusieurs années, 3 au moins, avec sa femme, dans une tribu d'Amazonie pour étudier, pour faire du terrain et pour savoir comment se structurait leur vie. Je l'interromps un instant parce qu'à la fois, il explique qu'un ethnographe et un ethnologue, il fait un distinguo. Il va regarder tout, comment il s'habille, comment il mange, comment il se lave, on a beaucoup, beaucoup d'éléments de signification. Et dans cette tribu-là particulièrement, puisque c'est un des 4 items de conception du monde, tous les objets ont une âme. Tout.
Cela s'ajoute le fait que, au fond, la forêt amazonienne avait été profondément transformée au fil du temps par les techniques, en particulier les techniques d'horticulture sur brûlis. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que la forêt, qu'on a tendance en Occident à considérer, la forêt tropicale, à considérer comme le plus grand espace vierge encore accessible de la planète, était en fait considérée par les Amérindiens du fait des transformations dont ils avaient conscience qui lui avaient fait subir, plutôt comme un environnement construit. Par exemple, ils ont, dans certaines zones, fabriqué des clairières, fait une technique de brûlis, c'est-à-dire ils font brûler pour que ça fasse, pour que ça puisse semer plus facilement. Et donc, le monde qui a l'air d'être sauvage pour nous, le terme ne va plus marcher du tout, je l'emploie exprès, bah, il ne l'est pas, il est construit comme un jardin. Ça, c'est la première étape du terrain que fait Descola. Et puis, c'est ce qui fait qu'il va pouvoir publier ce livre Par-delà nature et culture. Mais je voudrais revenir sur cette idée de comment ce groupe se construit et comment on peut le nommer. Je suis un philosophe de formation, mais un philosophe qui était, en somme, ne se satisfaisait pas du caractère autoréférentiel de la philosophie telle qu'on nous l'enseignait, et qui, ayant commencé à lire de l'ethnographie, mais aussi des récits de voyage depuis très jeune, ayant beaucoup voyagé aussi, ayant frotté ma cervelle à la cervelle des autres, avant même de faire probablement véritablement du terrain, a été tenté, en effet, d'aller voir ailleurs ce que l'on pouvait tirer comme enseignement de la façon dont des collectifs s'organisaient, entretenaient des rapports avec des non-humains. Alors là, c'est un autre terme que Latour va reprendre. Il parle de agency, c'est-à-dire c'est pas des sociétés, puisque Descola, je fais un ping-pong entre Descola et Latour comme s'ils se parlaient. Il n'y a pas de société, c'est une invention occidentale. Et donc là, il a dit un collectif, c'est-à-dire comment, puisqu'il faut mettre des mots pour penser une relation, comment agency, c'est intéressant, c'est un agencement qui suppose qu'il y a un sens qui s'est mis en place d'interaction entre les éléments. Et cette question est fondamentale parce qu'au départ, j'étais à l'époque, donc on est dans les années 70, au début des années 70, déjà très intéressé par, disons, la question de la socialisation de la nature, les rapports à la nature, y compris d'ailleurs pour des questions contemporaines. Hein. J'étais un écologiste non pas avant la lettre, parce que je lisais à l'époque les quelques textes comme ceux de Gors ou de Georgescu Regen en économie. Il a dit André Gors. On n'arrête pas de dire que c'est le monsieur qui est intéressant et accessible. Intéressé, au fond, qui avait une vision un peu différente de ce qu'étaient les échanges d'énergie entre les humains, le rapport à la nature, etc. Et donc c'est ce que j'avais voulu étudier en Amazonie. Et donc je suis devenu d'abord ethnographe. Ethnographe, c'est-à-dire, c'est le premier stade du travail anthropologique. Ça consiste à s'immerger pendant longtemps dans un collectif dont on n'a qu'une très vague connaissance, parce qu'on n'arrive jamais complètement vierge, évidemment. On a lu un petit peu sur... Ouais, il est en train de dire qu'évidemment, quand il arrive, il arrive avec son bagage à lui. Description des sociétés de basse terre d'Amérique du Sud. Il y a un leitmotiv selon lequel, au fond, ces sociétés sont énigmatiques parce qu'elles ne sont pas, ce ne sont pas des sociétés, tout simplement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chef, il n'y a pas de culte. Il est en train de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire pendant longtemps, dans notre imaginaire, dans les récits, ces sociétés sont énigmatiques, dit-il, parce qu'elles ne ressemblent pas à notre société. Et donc, comme elles sont bizarres, on va aller les voir. Pas de religion, il n'y a pas de temple, il n'y a pas de clergé, il n'y a pas d'État, bien sûr, etc. Et donc, les observateurs, jusqu'à, au fond, jusqu'au XXe siècle, avaient quelque peine à comprendre
la nature de ces sociétés, composées de gens qui, en plus, étaient vus comme étant à peine dissociés du monde naturel. Pourquoi? Parce qu'ils étaient suradaptés ou au contraire entièrement poussés par leurs instincts bestiaux. Le cannibalisme avait beaucoup frappé, le cannibalisme des Indiens Tupinamba du littoral du Brésil. Et donc cet ensemble, cette espèce de conglomérat de notions qui flottaient avant même que l'anthropologie existe à propos de ces sociétés, rendait au fond ces sociétés très énigmatiques. Et c'est la raison pour laquelle j'avais souhaité faire du terrain dans cette région de... Alors là, il vient de faire une histoire de l'anthropologie, c'est-à-dire que l'anthropologie va se développer en même temps que la modernité, et basée sur cette différence nature-culture, et donc on va étudier des gens qui sont pas dans notre culture ou pas de la même façon que notre culture. C'est-à-dire que c'est un schéma d'enchaînement intellectuel qui est assez cohérent. De l'Amazonie, et comme je m'intéressais au rapport entre une société et son environnement, eh bien, il me semblait qu'il était intéressant d'aller dans un endroit où les gens n'avaient pas été trop transformés par le contact avec l'extérieur, c'est-à-dire où il n'y avait pas d'argent qui circulait, où il n'y avait pas de salariat, où il n'y avait pas de culture de rente, etc., etc. Et c'est la raison qui m'a poussé à aller là-bas et à étudier les rapports matériels et idéels que ce groupe d'Amérindiens entretenait avec ce que j'appelais encore la nature à l'époque. J'ai d'ailleurs fait ma thèse sous la direction de Claude Lévi-Strauss, qui vient d'être rééditée sous le titre « La nature domestique », qui est une analyse très savante, disons, très technique des différents techniques que les Achuar emploient pour mettre en valeur leur environnement, comme on le dirait peut-être maintenant, ou comme on ne le dirait plus maintenant, c'est-à-dire, au fond, comment ils s'alimentent, et surtout ils communiquent avec tout un monde non humain, des esprits, des plantes, des animaux. Et cette expérience ethnographique qui m'a conduit à remettre en question l'idée qu'il peut y avoir d'un côté une société, de l'autre côté la nature, une société s'adaptant à la nature pour plusieurs raisons. La première, c'est que le genre de travail un peu fastidieux, systématique que j'avais mené dans l'analyse des rapports de ce collectif et un écosystème singulier avait mis en évidence qu'au fond, il n'y avait pas une opposition entre, disons, un monde cultivé, qui est le monde de la maison, le monde des jardins, c'est des gens qui vivent dans une forêt très dense, avec un très faible taux de densité, qui fabriquent des jardins en brûlant, en coupant la végétation, en faisant une clairière et en plantant un très grand nombre de plantes cultivées qui ont été domestiquées dans cette région, mais aussi en transplantant des plantes sylvestres dans le jardin. Et ce processus, au fil du temps, au fil des millénaires, avait profondément transformé la forêt. Et donc... Voilà. On a à peu près tous les éléments. Je ne vais pas le laisser causer longtemps. La vidéo vient d'une interview au lieu unique à Nantes qui permet de comprendre qu'est-ce que signifie ce dépassement de nature et de culture. Et qu'est-ce que signifie, les voilà tous les deux, comme ça on va pouvoir enchaîner sur ma deuxième partie, cet anthropocène. L'idée générale, c'est de parler de l'anthropocène, c'est-à-dire au fond de cette nouvelle période géologique dans laquelle les humains constituent une force géologique. Il a dit géologique, hein, comme le faisait remarquer l'auteur sur la structure de la Terre comme base d'échange entre les gens. Et qui donc, de ce point de vue-là, constitue un événement sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Bruno Latour et moi nous intéressons depuis de nombreuses années à l'interface entre les humains et les non-humains, quoique avec des perspectives différentes. Moi, je m'intéresse aux sociétés non modernes, c'est-à-dire à des sociétés dans lesquelles il n'y a pas de claire distinction d'une séparation entre nature et société, alors que Bruno Latour est un anthropologue, un sociologue des sciences qui s'intéresse aux modernes et donc à l'effet que l'invention de la nature comme une notion politique
en quelque sorte, a pu jouer dans la définition de la société, des pratiques et de l'activité scientifique à partir, disons, du XVIIe et du XVIIIe siècle. Nous partageons en particulier... Normalement, tout le monde a compris, c'est-à-dire il y en a un qui s'intéresse à l'époque ancienne et l'autre à la période récente. Oui, tout le monde a compris, ça va. Et le fait qu'il a reçu tout le monde a compris... Le désir de désanthropocentriser les sciences sociales, c'est-à-dire d'y faire venir un plus grand nombre de non-humains, et au lieu de voir l'activité humaine comme au fond la projection de nos désirs, de nos fantasmes, de nos imaginaires sur un monde inerte, d'être beaucoup plus attentif aux interactions entre les humains et les non-humains. Il y a l'effet en retour que les humains exercent sur la vie des humains, que ces non-humains soient des esprits comme ceux qui nous entourent ici dans ce musée d'anthropologie, que ce soit des animaux, des plantes, des particules, des machines, etc. Voilà, il a mis machine avec. Donc si on reprend Descola, élève de Lévi-Strauss, la nature domestique, puisqu'il y a encore le terme de nature, c'est sa thèse éditée, on est en 1986. Les idées dans l'anthropologie, où il va questionner justement comment cette anthropologie, il n'est pas tout seul, s'est structurée et développée, on est en 88. Cette étude des Indiens qui s'appelle Les Lances du crépuscule, qui est le plus simple à lire, de 93, et en 2005, ce livre qui, je le disais, est traduit en 10 langues. La médaille d'or du CNRS, alors ça fait chic en 2012, je ne sais pas quelle valeur ça a, on peut pas, ça a l'air bien, je ne veux pas retirer du mérite, mais je ne sais pas quelle valeur a d'être décoré, je ne me rends pas compte, je suis décoré naturellement. Voilà, le livre, si j'entre dans le vif du sujet, enfin pas dans le vif du sujet, je ne vais pas y entrer, je vais parler de ces 4 entrées. C'est un sentiment d'insatisfaction, puisque le dualisme nature-culture qui fonde l'anthropologie ne fonctionne pas. Ouais, c'est tout simple. Et contre ça, qu'est-ce qu'il propose? Eh bien, trouver ce qu'on a des schèmes, c'est un terme plutôt qui vient de la philosophie, 4 qui se permettraient de définir la structure des arrangements des humains et non-humains. Simple. Préférez que je cause? Non, c'est mieux quand c'est eux qui causent quand même. Moi, j'aime bien. On dirait que je fais des commentaires de texte, en fait. Fait, indépendamment des informations ethnographiques qu'il produit, il a un effet d'ébranlement. Il a un effet d'ébranlement parce qu'on arrive avec sa musette conceptuelle de jeunes philosophes, de l'opposition nature et culture, etc. Et on s'aperçoit que ça ne marche pas, que ça ne tient pas. Et l'effet que ça produit, que ça a produit dans mon cas en particulier, c'est qu'au retour du terrain, à ce moment-là, on se dit si on ne peut pas comparer, si je puis dire, une abbaye médiévale, Athènes, un village amérindien, en utilisant l'opposition entre nature et culture, il faut remplacer ça par quelque chose d'un peu plus pertinent, qui soit plus efficace. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est simple. Il prend dans la première partie du livre cette idée de voyage, en fait, à plein d'endroits. Il prend des tas de contre-exemples pour montrer que cette séparation humain-non-humain, elle n'existe que dans la société occidentale. Et il prend un exemple qui m'a fait penser à Miyazaki, c'est que même dans le Japon contemporain, il n'y a pas le partage des humains et des non-humains. Si vous avez déjà vu, ils ont des tas de fantômes, des tas de rapports aux animaux et des tas de rapports à la nature de leur corps même, qui est tout à fait étonnante. Voilà, il fait une généalogie, c'est une sorte d'histoire de l'ensemble de cette autonomie de la nature. Comment est-ce qu'elle est arrivée petit à petit? Alors, ce qui est assez mignon, j'ai trouvé un petit exposé d'une étudiante de Sciences Po qui résume tout à fait cette partie-là. Descola montre à travers différents exemples du monde entier que la nature ne s'oppose pas à la culture, mais au contraire, la prolonge et l'enrichit. Chez les Achuar d'Équateur et les Macunas de Colombie, par exemple, toute réussite
Toute bonne entente dépend des relations de connivence que les humains réussissent à établir avec une grande variété d'interlocuteurs humains, mais aussi non humains. Les êtres de la nature sont de véritables partenaires sociaux et prennent part à des dialogues issus d'une sociabilité subtile. Les animaux vivent en communauté comme les Indiens, ils peuvent se convertir en humains, ils cultivent des jardins, ils se déplacent en pirogue, ils s'adonnent à des rituels tout aussi élaborés que ceux que les Indiens, sous la conduite d'un chef, et on comprend que leur forme visible n'est donc qu'un déguisement. Voilà, les animaux sont des humains déguisés. C'est-à-dire, ils font des tas de choses. Ils font des jardins, ils font des... Pour les Chewang de Malaisie aussi, même conception. La société s'étend bien au-delà des frontières ontologiques de l'humanité et englobe une myriade d'esprits, de plantes, d'animaux et d'objets. C'est-à-dire que non seulement les distinctions entre nature, surnaturelle et humanité n'ont aucun sens pour les Chewang, mais la possibilité de découper le réel en catégories stables devient elle aussi illusoire, puisque l'on n'est jamais assuré de l'identité de l'être à qui l'on fait face. Il a ajouté une distinction, c'est qu'il n'y a pas nature-culture, il y a surnaturel aussi. Puisque dans les non-humains, il va y avoir des esprits, des choses qui ont eu lieu avant, et donc évidemment que c'est une pensée qui est très complexe. Chez les Kanaks de Nouvelle-Calédonie, le corps humain et les plantes ont la même structure et la même substance. Là, on a la même structure qu'une plante, c'est-à-dire on s'alimente pareil, on respire pareil. Même tissu, même croissance. La continuité matérielle entre l'humain et le végétal n'a rien de métaphorique. Et enfin, pour les Kuranko de Sierra Leone, la notion de personne ne définit pas une identité singulière et stable, mais un attribut fluctuant issu des interactions avec autrui. Il n'y a pas de personne, il n'y a pas de personnalité, il n'y a pas d'identité. C'est pour ça que les crises d'identité doivent être tout à fait différentes. Les rapports aux psychanalystes et à votre propre identité vous devriez, grâce à ce petit cours, faire des économies de psychanalystes. Notre rapport est fluctuant en fonction du rapport qu'on va établir avec les autres et du rapport qu'on a à la globalité. Ça veut dire que la qualité de personne peut être imputée à des humains, mais aussi à des animaux, à des génies de la brousse, à des ancêtres, à des plantes et même à des pierres. Donc, pour tous ces peuples, il n'y a pas de séparation tranchée entre l'environnement physique et l'environnement social. Descola parle de brouillage des frontières ontologiques. Ontologique, ontos, c'est l'être. Donc, ce qui est un être et le fait qu'on puisse, on va dire en Occident, mettre un nom dessus et dire qu'il y a de l'être, c'est pas possible. Et évidemment, pas besoin de faire la continuité. Il n'y a pas de différence entre sauvage et cultivé. Il n'y a pas des gens qui seraient plus ou moins cultivés. Dans ce livre, il va, dans cette première partie, distinguer la façon dont s'est construite cette idée de nature. Et voilà, la nature en trompe-l'œil. Et puis, dans la deuxième partie, il va définir, j'ai mis troisième parce que la deuxième, il va définir en quoi les rapports d'expérience vont nous donner 4 usages du monde, 4 schèmes. Et dans cette troisième partie, il va les définir plus précisément. Et comment est-ce que ça se fait? Alors, c'est là où je vais survoler. S'il y a 4 schèmes, c'est qu'il y a 4 rapports possibles. Alors, ceux d'intériorité et de physique, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur de moi ou ce qui est à l'extérieur de moi. Et puis, ce qui me ressemble ou ce qui diffère. Il va y avoir, ces 4 schèmes vont être la reconstitution d'un rapport entre intériorité et physicalité, donc intérieur-extérieur, si je vais vite, ressemblance, différence. Alors, je suis obligé de résumer, ça va être complètement abstrait, mais j'ai pris ce parti-là. L'animisme, il y a ressemblance de l'intérieur de soi. J'ai trouvé des petits éléments qui le résumaient. Hein. Là, je suis sur Wikipédia, mais on est différents physiquement. Vous voyez, il y a une idée de métamorphose, c'est-à-dire que l'intérieur est la même chose, mais un animal peut être la même chose qu'un humain, mais extérieurement différent. Et donc, il y a une idée de métamorphose qu'on retrouve dans certaines de ces régions. Le totémisme, on va dire, c'est le plus complexe à expliquer, et donc je ne le ferai pas. Il y a ressemblance de l'intériorité, mais une ressemblance du physique extérieur aussi. C'est pour ça qu'il y a une idée d'hybridation. On peut être plus ressemblant à un animal qu'à son voisin, pour faire court.
Et le petit résumé, enfin il n'est pas petit, par Descola lui-même, ça peut nous aider à mieux nous y retrouver. Opposé à notre façon de voir, à nous que j'ai appelé le naturalisme. Et ça, c'est la troisième chaîne, celui de l'Occident, le naturaliste, c'est-à-dire la façon de séparer un monde d'un autre. Qui est à la fois l'idée que la nature existe, mais aussi qu'à l'inverse de ce que pensaient les animistes, disons au sens le plus général, eh bien, les discontinuités entre humains et non-humains ne passent pas par l'intériorité, puisqu'il y a une sorte de capacité générale à communiquer entre humains et non-humains. Elles passent par la nature, par la physique, par la physicalité, par les corps, etc. Pour le dire d'une façon simple, en Occident, les seuls qui ont un intérieur, c'est nous. Tout le reste, c'est un objet à étudier. Tout le reste, c'est un outil possible. Et donc, le rapport au non-humain est plutôt brutal. Et donc, une première opposition était ainsi dessinée, qui était le produit de la généralisation ethnologique, si vous voulez. Pour reprendre les distinctions qu'on évoquait tout à l'heure, on est là on part d'une intuition ethnographique que ces gens ne pensent pas du tout comme nous. Et ils ne pensent pas du tout comme nous parce que d'une certaine façon, ils pensent l'inverse de ce que nous pensons. Et puis, l'ethnologie m'a permis, en lisant des quantités d'ethnographies, notamment des ethnographies du nord d'Amérique du Nord et de Sibérie, de trouver des choses tout à fait semblables. Ethnographie, c'est étudier sur le terrain. Ethnologie, c'est lire les bouquins des ethnographes et essayer de trouver des généralités ou des espèces de lois. Le loi n'est pas le bon mot, il a appelé ça Shem. Voilà, le naturalisme, c'est ce qu'on va retrouver plutôt en Occident. Il y a des ressemblances extérieures, mais l'intérieur n'est pas la même chose. Et puis, l'analogisme, celui-là est intéressant comme tout, parce qu'il y a une différence des deux côtés. On va dire ça comme ça, mais donc des séries de rapprochements qui peuvent se faire entre plusieurs éléments. Alors, Descola, il a un exemple qui est très rigolo parce qu'il intègre la pensée occidentale de l'Antiquité et du Moyen-Âge. C'est par exemple l'horoscope. Je lis quelque chose et on suppose que ce qui se passe à l'échelle des planètes va être la même chose que ce qui va se passer à mon échelle individuelle. C'est une forme d'analogie, c'est-à-dire les rapprochements de l'un à l'autre peuvent suffire à ce qu'on comprenne comment fonctionne le monde. Alors, c'est dit avec un exemple qui est tout à fait terre à terre et sympathique, parce que mon horoscope avait dit que ça serait pas mal aujourd'hui. Des discontinuités partout, du point de vue physique, et des discontinuités partout du point de vue, disons, moral ou de l'intériorité. Et ça m'a paru correspondre à quelque chose que j'ai appelé l'analogisme, c'est-à-dire l'idée que le monde est constitué d'une très grande quantité de singularités, d'états, de qualités, de parties des êtres, etc., qui sont en déséquilibre constant. Chaque formalisation d'un être ou d'un état n'est que l'équilibre temporaire entre ces différentes composantes. Il y a encore moins d'états stables, il y a encore moins d'êtres et de choses qui se maintiennent, parce que tout est en continuelle transformation. Et j'ai appelé ça analogisme parce que la pensée analogique, qui est universelle, joue néanmoins un rôle central dans ce type d'ontologie, je reviendrai après sur ce que j'entends par ontologie, pour opérer une mise en ordre par des réseaux de correspondance. Réseau de correspondance classique, c'est l'homme est à la femme comme le jour est à la nuit, comme le noir est au rouge, etc. Et on peut étirer des réseaux de correspondance de ce type-là. C'est une forme de sens, en fait. On fait un rapprochement d'une chose à l'autre. Souvent, quand on le fait dans la pensée populaire de tous les jours, on oublie l'homme est à la femme parce que le jour est à la nuit. Ça dépend de quelle femme, mais ça dépend de quel jour, quand même. On va pas. Mais vous voyez, ça semble être un raisonnement et ça peut permettre de comprendre le monde, en fait. Ça permet de faire des rapprochements qui font que c'est la pensée symbolique. Le lion exprime le courage, alors qu'il y a des lions pas courageux du tout. Mais le rapprochement de l'un à l'autre va être une grille qui permet de lire le monde, qui n'est pas celle du tout du naturalisme. Très très loin. Et les systèmes analogistes, c'est des systèmes
qui nous sont familiers et qui persistent encore à bien des égards, y compris dans la pratique contemporaine. Lire un horoscope, c'est une inférence analogiste, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une correspondance entre le macrocosme et le microcosme qu'est la personne humaine. Ça nous est familier parce que c'est quelque chose qui s'est déployé jusqu'à la Renaissance. D'ailleurs, c'est ce qui me donne l'explication que l'astrologie est enseignée à la Renaissance à l'université et qu'aujourd'hui, on aurait plus de mal à le faire passer. Élisabeth Tessier a essayé, mais ça s'est arrêté assez tôt. Et à vrai dire, j'avais cette façon de voir les choses m'avait particulièrement frappé parce que je relisais le chapitre de Foucault, Les mots, les choses de Michel Foucault, qui s'appelle La prose du monde, où il décrit les systèmes de correspondance que la pensée de la Renaissance avait développé. Et en même temps, je lisais le livre de Granet qui s'appelle La pensée chinoise, et je voyais à l'œuvre des façons d'opérer des correspondances qui étaient tout à fait analogues. Alors, il ne faut pas que je fasse de l'ironie gratuite. Quand je dis horoscope, vous avez compris, ces 4 schèmes permettent de comprendre le rapport qu'on a au monde, d'intégrer pour certains le fait qu'il y ait humain et non humain dans la même histoire. Mais sur notre cas, ce n'est pas que je fasse du nombrilisme occidental, le fait que le naturalisme soit notre façon de penser le monde, mais qu'à l'époque du Moyen-Âge, c'en était une autre. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire de l'ironie gratuite sur Élisabeth Tessier. C'est que c'est tout à fait étonnant qu'à l'intérieur d'un même groupe social, dans une même zone, il y ait eu à un moment donné la conception du monde et la lecture du monde par ça. C'est-à-dire l'astrologie, le rapprochement de sens par l'analogie. Et que cette conception-là ait disparu. Donc il faut que j'évite de juste faire des blagounettes parce que c'est non seulement ça avait un sens, et ça donne tout un tas de sciences du monstre qu'on retrouve chez Jérôme Bosch dans des tas de peintures, des associations de sens qui font que on lit beaucoup de ces peintures par des proverbes, par des chansonnettes, par des associations d'idées qui se font visuellement. C'est-à-dire que chez Jérôme Bosch, il y en a plein. Ce qui est tout à fait fascinant dans cette coupure de la Renaissance, c'est qu'on soit sorti d'un système de lecture du monde pour aller dans un autre. La dame qui est ici résume. Ouf, je sens que le public n'est pas un dernier espoir parce que j'ai beaucoup répété la même chose, mais c'est la façon d'enfoncer le clou. Elle va vous résumer ça en exposé. Propriétés qui définissent des manières d'être au monde. Première ontologie, l'animisme, où les humains imputent à des non-humains une intériorité identique à la leur, puisque tout être vivant est doté d'une âme, mais une physicalité différente. Voilà, tout être a une âme, quel qu'il soit, un caillou, une végétation, et donc il y a animisme, c'est-à-dire il est animé par l'anima, justement. C'est le cas des Atuars d'Amazonie dont on a parlé au début. Humains et non-humains sont distribués dans des collectifs différents, mais qui ont les mêmes structures et les mêmes propriétés. Et elle a dit distribués dans des collectifs, c'est-à-dire ce n'est pas des sociétés d'herbe ou des sociétés de pierre, c'est des collectifs qui font qu'ils ont des points communs. Ce qui veut dire que la position de sujet revient à tous les êtres vivants. La distinction entre humain et non-humain se fait grâce donc à des outillages biologiques propres à chaque espèce et pouvant déboucher sur une hétérogénéité des points de vue. Le naturalisme est le schème inverse de l'animisme, puisque ce ne sont plus les physicalités qui diffèrent, mais les intériorités. L'humain apparaît alors comme supérieur au non-humain, puisqu'il serait seul doté d'un intellect et d'une morale capable d'engendrer des différences culturelles. Voilà, donc il n'y a que les humains qui ont une subjectivité dans la vision du monde naturaliste, et donc les humains font une distinction nature-culture. Le statut de sujet lui est réservé. Mais cette suprématie est quand même aujourd'hui de plus en plus contestée, la privatisation du statut de sujet n'allant plus de soi. Et donc, si on a l'impression qu'un monde de référence s'écroule pour nous, ce n'est pas seulement le climat et la planète qui s'écroulent, c'est parce que la conception du monde est en train d'être bouleversée. Ne serait-ce qu'en acceptant qu'il n'y ait pas que la nôtre, qu'il y en a 3 autres.
si on suppose que Descola a bon, ce que je suis incapable de déterminer. Je peux déjà le lire. Nous tombons de notre piédestal de nombril de l'univers. Le totémisme, lui, procède à l'association entre humains et non-humains. Les totems sont très nombreux et variés, et ils englobent le tout. Ils sont engendrés chez les aborigènes d'Australie par ce qu'on appelle les êtres du rêve, qui eux sont mi-humains, mi-non-humains. On voit donc que c'est un collectif hybride et qu'il est composé de segments si complémentaires qu'il en devient difficile de distinguer des singularités. Ce qui est très beau là, c'est que je vous ai dit que les non-humains pouvaient être aussi surnaturels, et donc l'accès qu'on a au surnaturel se fait par le rêve. Donc il y a une lecture du monde qui ne passe pas par la religion. Les intériorités, comme les physicalités, se ressemblent. À noter que les totems ne sont pas considérés comme des partenaires sociaux. C'est ce qui les distingue des humains. Enfin, l'analogisme, résolument cosmologique, fractionne l'ensemble des existants qui sont physiquement et intérieurement différents au sein d'un collectif unique qui les rassemble tous. Vous avez le dernier chapitre, il est facile à deviner, c'est que la question, puisque là, il est tout petit, le livre, il ne fait pas la grosseur de part de la naturiculture, c'est que l'enjeu de ces 4 schèmes qui montrent comment les humains ont un rapport au monde, c'est le rapport qui va être à penser. Donc l'écologie va être une écologie des relations, c'est-à-dire comment ces groupes de lecture du monde interagissent avec, les uns avec les autres, et donc devient l'enjeu principal. D'ailleurs, c'est ça qui fait que vous allez lire une écologie des relations, puisque, si vous avez bien suivi, il précise au début qu'est-ce qu'est un ethnographe, un ethnologue et un anthropologue. Il parle des hachoirs d'Amazonie sur lesquels il a travaillé longtemps, et puis de la page 33 à la page 49, la différence entre totémisme, animisme, naturalisme et analogisme. C'est quand même pas mal pour un lundi. Il précise, et moi pas, qu'il y a 2 types de rapports au monde. Donc on peut avoir un rapport de prédation, un rapport d'échange, un rapport de don, un rapport de transmission. Certains de ces rapports, il y en a encore 2, conservation et production. Certains de ces rapports sont à sens unique, c'est-à-dire ils sont descendants quand je transmets, et puis c'est pas que ça descend seulement, mais ça passe d'un élément à un autre, alors que quand il y a don ou quand il y a échange, il y a interaction de quelqu'un avec quelqu'un d'autre. Ce qui fait que ces rapports de combinaison avec les modes d'identification donnent 24 groupes qui permettent de lire un peu la totalité des cas connus dans le monde. Entre ces rapports-là de prédation, d'échange, de don, de transmission, de conversion, de conservation, de production, à partir de ces 4 ontologies, on va pouvoir lire le monde. Et voilà comment nous allons pouvoir comprendre la différence ou le rapport qu'il y a entre Bruno Latour et Philippe Descola, puisqu'ils vont le dire eux-mêmes. Du monde commun. Il y a une longue familiarité depuis une vingtaine d'années des travaux, dans la mesure où on s'intéresse exactement à la même chose. Évidemment, lui avec une érudition et une compétence que je n'ai pas, mais c'est-à-dire c'est la question des collectifs. On a utilisé le même terme de collectif pour définir quelque chose qui n'est pas la société dans la nature, mais la multiplicité des moyens par lesquels les agences, agencies en anglais, se connectent. Lui, évidemment, à l'intérieur de la littérature ethnographique, d'une part, et moi, alors à un tout petit niveau, mais en même temps c'est un niveau important parce que c'est les modernes, disons, à l'intérieur des sociétés industrielles, disons. Ce qui fait qu'on a l'air de ne pas avoir fait beaucoup de chemin, mais qu'il n'y ait pas de nature, pas de culture, que cette invention de nature soit dans une zone donnée et qu'à partir de là, on ne va plus penser par société, mais par agencement, et que ces rapports d'agencement peuvent être traités, c'est un résumé pour Théo, de 4 angles différents sur la façon dont on conçoit le monde, et donc que la pensée va devoir se coltiner à étudier les relations en fait, qui sont l'un avec l'autre. Alors, Descola va plutôt sur des sociétés, il le dit en plaisantant, Bruno Latour, anciennes, et lui plutôt sur les rapports de modernité. D'essayer de poser un certain nombre de problèmes communs, et en plus lui a une idée assez particulière sur la répartition dans le monde de ces différentes façons de construire des collectifs, dont l'une est la nôtre, ce qu'il appelle le naturalisme.
qui n'est pas celle des gens qui sont ici représentés dans le musée. Et nous avons une longue dispute, disons, aussi sur cette question, parce que ça voudrait dire que quand on étudie les modernes, disons les sociétés industrielles, on rencontrait le naturalisme, et je ne suis pas sûr que ça soit empiriquement juste. Donc ça, c'est un point à la fois de rencontre et de discussion continuelle et très, très productive. Voilà, ça c'est le lieu sur lequel ça frictionne, c'est que la décomposition au 4e, Bruno Latour, il ne la partage pas tout à fait. Voilà, ce qui est intéressant, ça je ne le développe pas non plus parce que c'est encore plus complexe, c'est que dès ce là il va s'intéresser aux techniques, c'est-à-dire comment ce rapport au monde va s'exprimer. Comment je peux, par exemple, il prend des exemples concrets. Hein. En Sibérie, les techniques d'élevage ont pu constituer un vecteur de transformation profonde de l'ontologie animique jusqu'à quelque chose comme l'analogie, c'est-à-dire le rapport aux animaux ayant évolué par des nouvelles façons techniques de produire de l'animal, si je peux dire ça comme ça, eh bien, elles vont changer la conception qu'on a des animaux. Mais à l'inverse, il décrit qu'en Amazonie, eh bien, le changement technique va être refusé. C'est-à-dire que les Amérindiens des zones tropicales ne veulent pas entretenir le bétail. C'est-à-dire que la conception du rapport à l'animal n'étant pas la bonne, entre guillemets, la technique ne peut pas marcher. Voilà qui va aider les coachs en entreprise pour comprendre que si la conception du fonctionnement managérial ne marche pas, le changement ne peut pas opérer. Voilà, il précise, pour qu'une technique nouvelle apparaisse ou soit empruntée à quelque chose de succès, il faut qu'elle présente une utilité réelle ou imaginaire, la distinction est très importante, et qu'elle soit compatible avec les autres caractéristiques du système. C'est la conception du monde qui fait que la technique n'arrive pas de nulle part. Et que si vous vous souvenez de Simondon qui s'intéresse pour la première fois à la philosophie de la technique, les outils qu'on emploie, les interfaces qu'on emploie signifient quelque chose pour ceux qui l'emploient, et donc sur la façon dont on va l'employer. Le dernier point, ce n'est pas du tout un point c'est pas une fausse conclusion. Le livre est sorti en 2022. Voilà, comment faire émerger une classe écologique consciente et fière d'elle-même. Et ça s'adresse aux membres des partis écologiques présents et à venir, parce que Bruno Latour, d'un certain point de vue, est beaucoup plus engagé directement politiquement que Descola. Chacun a sa façon de le produire. Il a édité des traités et pris position dans les médias. Et c'est là où ça fait une forme de conclusion, parce qu'en fait, comme il n'y a pas une nature et un rapport d'humain qui exploiterait cette nature, mais qu'il y a interaction entre les deux, la conception même de la nature étant transformée, la conception de comment on peut la sauver, ce n'est pas un être fragile qu'on essaye de sauver. En fait, c'est qu'il dit, c'est comme ça que je l'interprète, c'est pas parce que les écologistes se foutent sur la gueule que ça n'apparaît pas, c'est que le problème dans la façon de le concevoir est déjà biaisé. C'est-à-dire, si on pense un mal égale un médicament, ça ne peut pas fonctionner. Puisqu'on pense qu'il y a un problème avec l'énergie et donc on va trouver une autre solution énergétique. À partir du moment où ça conjugue, si je prends des exemples à la noix, le fait de consommer autrement, consommer moins, produire des objets qui ne fabriquent plus de déchets ou ne plus fabriquer de déchets du tout en supprimant certains objets, c'est tout un système qui politiquement est moins facile à mettre en place parce qu'il est moins visible immédiatement, ne ressemble pas à un problème, une solution, donc ce qui fait que c'est plus facile de faire de la communication ou de la pub dessus, parce que c'est plus lent, mais aussi plus secret. Et puis parce qu'il a un système d'entrée à plusieurs nuances et à plusieurs actions, qui fait que pour le résoudre, il va falloir un petit peu de temps. On retrouve la question qu'a soulevée Bruno Latour dans son livre, qu'il était interviewé face à Gaïa, 8 conférences sur le nouveau régime climatique. Quand on lui pose la question, c'est dans Philosophie Magazine, voilà, il dit qu'est-ce qui se passe? C'est une lutte des classes géosociales, c'est-à-dire il y a, ça revient à ce que je viens de vous dire là, l'activité humaine altère profondément et durablement l'environnement qui en retour affecte les conditions d'existence des vivants. Donc je transforme le climat, mais le climat me pose des problèmes, et donc ça montre bien qu'il y a une interaction directe et que ça doit être pensé comme tel. La question fondamentale, voilà, la réponse aux modernes, c'est plus une question de temps, mais une question d'espace. C'est-à-dire que
le progrès du 19e siècle, du 20e siècle a été de penser le temps et son accélération. J'ai déjà parlé plusieurs fois de Virilio et de Matthew Crawford qui dit que l'accélération, c'est l'espace dans lequel on vit, c'est le temps. Bruno Latour parle d'une lutte de classe géosociale, puisqu'il peut y avoir des gens qui ne sont pas côte à côte. Et voilà, Bruno Latour dit « C'est notre vision du futur qui s'est radicalement transformée. Nous sommes passés d'une version temporelle à une version spatiale. Dans la tradition progressiste, le futur était sans espace, c'est-à-dire on progresse sans fin. Quel que soit l'endroit où je me trouve, le progrès arrivera. Désormais, toute projection temporelle est rattrapée par le fait qu'il faut aussi définir l'espace dans lequel nous aurons un futur. C'est-à-dire la question de l'abondance, de la question, ce que Cheillan, sur une conférence que j'ai faite sur les besoins artificiels, parle d'input. C'est-à-dire si je fabrique de l'eau chez Vittel, en fait, je fabrique des bouteilles d'eau, mais j'ai besoin que l'eau arrive gratuitement, plus ou moins, et pour pouvoir la transmettre. Mais enfin, si l'eau n'entre plus, ben, je ne peux plus produire quoi que ce soit, je ne peux plus le diffuser. Mais il précise, ça nous fera un autre sujet, que Pierre Charbonnier parle dans Abondance et Liberté, et Sloterdijk, dont je dois parler depuis longtemps dans Sphère, puisque c'est des livres qui datent maintenant de 98, avait posé cette question de la spatialisation, c'est-à-dire dans quels espaces on vit, ce que ça signifie, y compris l'espace conçu comme avoir de l'oxygène, bénéficier d'une température particulière, c'est-à-dire l'espace au sens beaucoup plus global. Où allons-nous vivre, avec qui, c'est la question fondamentale. C'est tout pour aujourd'hui. C'est M. Jérôme qui a posé des questions. Si vous en avez, conséquence de la pensée de Descartes, le réchauffement climatique, vous avez raison, puisque c'est prendre possession de la nature. Vous avez absolument raison. Il le dit ailleurs, Latour, que tout le monde, tous ces gens-là, ethnologues ou sociologues, ont une formation de philo la plupart du temps. Dans la vidéo que j'ai citée, Bruno Latour raconte comment, jeune étudiant, il a rencontré Pierre Bourdieu qui l'a envoyé bouler. C'est assez marrant. Et vous écrivez, le paradoxe, c'est que les enquêtes ethnographiques de terrain sont menées à l'aide de concepts et de méthodologies de conception occidentale. Ce qui est surtout rigolo, c'est que je passe mon temps, pour rafraîchir la philosophie, à aller piocher dans d'autres domaines que la philosophie. C'est-à-dire que la philosophie, quand on va chercher la sociologie ou l'ethnologie, ça devient bien plus marrant et bien plus concret. Il serait intéressant qu'une société dite non moderne étudie avec ses propres outils une société dite moderne. Oui, ce serait le retournement. C'est pour ça que l'essai d'anthropologie symétrique. Et Bruno Latour raconte d'ailleurs que dans les années 70, quand il est venu étudier les scientifiques en Californie, ils l'ont plutôt mal pris. C'est-à-dire que quand il s'est mis à dire « mais qu'est-ce que c'est que la science pour vous qui êtes scientifique? Comment ça se produit? C'est pas une idée qui sort de nulle part. » Ils ont dit « mais ils n'ont pas dit casse-toi petit con, mais enfin un truc comme ça. » Je le dis de façon amusante. Vous n'avez plus de questions, Monsieur Jérôme? Non. Eh bien, je dis à tout le monde que si vous ne venez pas en vrai, après-demain, c'est le dernier cours d'histoire de l'art qui sera une histoire de l'improvisation et de la performance et de la danse un petit peu. Et comme Monsieur Cabrero Théo est parmi nous, je vérifie que la prochaine conférence, c'est le 19 mai, et c'est sur la vie végétale. Parce qu'il y a des philosophes, femmes et françaises, qui ont commencé à penser, ça va dans l'esprit de ce que je viens de vous raconter, que plutôt que, parce que je sens la caricature venir depuis longtemps pour avoir une femme végétarienne, quel cri fait la carotte quand on la mange? Est-ce que c'est atroce puisque c'est une vanne anti-végétarien facile? Ben, il y a possibilité de penser la vie végétale. Merci tout le monde.